Bienvenue dans Ordinairement Singulière. Je suis Maëva, une fille du Sud comme tu peux l'entendre. Une femme ordinaire mais profondément humaine, donc unique. Ici je te parle à cœur ouvert de mon parcours, mes doutes et ma résilience. Ce podcast, c'est un espace pour celles et ceux qui ne se reconnaissent nulle part. Si tu te sens un peu bizarre dans un monde très normalisé, ce podcast est pour toi. Ici, c'est mon témoignage, brut, pour te dire que tu n'es pas seul et que ta singularité a sa place. Et tout simplement parce qu'une histoire peut parfois en libérer une autre. Bienvenue dans le premier épisode d'Ordinairement Singulière. Ce premier épisode, je l'ai appelé « Qui suis-je ?» Tout simplement parce que je vais commencer par me présenter, pour que vous puissiez me connaître un petit peu plus. Cet exercice est pour moi vraiment pas évident. Après de multiples essais où j'ai eu des angines, comme si mon corps voulait me dire voilà, pour toi c'est pas évident, vas-y, arrête de te trouver des excuses, voilà. À chaque fois il y a eu quelque chose. Et du coup, j'ai enfin sauté le pas. Je vais essayer, du moins je dis bien essayer, de faire le moins de montage possible pour rester la plus authentique. Alors, moi, je suis Maëva. Je suis la quatrième d'une fratrie de 6 enfants. Pour essayer de simplifier, de vous expliquer clairement, j'ai 2 grandes sœurs et un grand frère issus d'un premier papa, moi, toute seule, un petit frère du côté de mon papa et un autre petit frère du côté de ma maman. Je vous laisse imaginer les repas de famille. On est vraiment très nombreux, on s'entend tous très bien. Mais dans cet environnement-là, ça n'a pas toujours été évident de trouver ma place. Dans ma vie, j'ai énormément déménagé. Vraiment, pour moi, les racines, c'est un thème important dans ma vie. Et il y a vraiment une part de blessure à guérir là-dedans. Je n'ai jamais pu avoir d'attache, que ce soit des amis, que ce soit un lieu. Et d'ailleurs, c'est après mes études que j'ai décidé de revenir dans le village où j'étais née. Parce que bizarrement, même si j'ai pas d'attache, je suis née dans ma maison où j'ai grandi et dans mon village d'enfance. C'est tout naturellement que j'ai donc eu envie de revenir à mes racines. Je vous ferai part dans d'autres épisodes d'ailleurs de grandes découvertes que j'ai fait par rapport à ce thème-là dans ma vie. J'ai vraiment eu deux familles un petit peu différentes, on va dire. Du côté de mon papa, on a tous été tournés vraiment vers l'art, la musique. C'était des gens plutôt, voilà, très cultivés. Mon père était pianiste, accordeur de piano et facteur de piano. Du coup, j'ai baigné dans la musique, j'ai fait des siestes sous des pianos à queue, j'ai suivi tous les concerts, toutes les installations depuis petite. Déjà, toute jeune, j'étais bercée par la musique classique, le jazz, et ça a eu vraiment un rôle très important dans ma vie. Mon grand-père paternel était une personne pour qui j'avais beaucoup d'admiration. Et j'ai des souvenirs avec lui. Il habitait à Paris et il m'emmenait traverser les ruelles de Paris en me contant les histoires de tout ce qu'il avait vécu quand il était petit. L'histoire de la commune de Paris, les cathédrales, voilà. C'était vraiment un grand, grand monsieur qui m'a apporté beaucoup et qui malheureusement est parti trop tôt. J'étais jeune et je me dis qu'aujourd'hui j'aurais tellement aimé avoir des discussions avec lui sur mille et une choses. Ce qui était très bizarre aussi du côté de chez mon papa, c'est que finalement j'étais l'aîné chez mon père d'un petit frère, alors que j'étais le petit bébé de l'autre côté. Du côté de ma mère, ça a été des valeurs différentes. On a toujours été un petit peu marginal, toujours écologique. Ma mère faisait son jardin parce qu'on n'avait pas trop de sous quand j'étais petite. On a eu vraiment des périodes difficiles. Donc elle se débrouillait pour qu'on ait des aliments de qualité. Elle mangeait déjà bio à l'époque. Et autant vous dire que la spiruline, le lait de riz, etc., etc., le pollen et tout ce qu'on voit aujourd'hui, j'en ai mangé des tonnes quand j'étais petite et qu'on nous prenait un petit peu pour des fous. Mais ma maman et mes frères et sœurs m'ont inculqué des valeurs de solidarité, d'écologie, de respect, de plein de choses qui aussi ont façonné la femme que je suis aujourd'hui. Vous imaginez bien que dans tout ce bazar et dans toute cette grande famille, j'ai développé évidemment un type d'attachement assez anxieux. Et tout ça, je l'ai découvert il n'y a pas si longtemps. Il y a à peu près 1 an et demi, quand j'ai commencé ma thérapie pour la première fois de ma vie.
je prendrai le temps de reparler des types d'attachement parce que ça a été vraiment une grosse clé pour moi de compréhension. Effectivement, je me suis rendu compte que j'étais très dépendante de l'affection de ma mère et que l'attachement à ma mère, c'est quand même la base de toute notre vie, de nos relations avec les autres, de notre façon d'aimer et de vraiment beaucoup de facteurs qui influencent notre vie. Déjà toute petite, pour moi, c'était vraiment un calvaire de quitter ma mère pour aller à l'école. J'ai des souvenirs vraiment où j'ai eu énormément d'absence. On a failli avoir les services sociaux sur le dos. J'arrivais à manipuler mon monde comme je voulais, mais parce que pour moi, vraiment, le détachement et la coupure, c'était... La séparation, c'était vraiment, mais horrible. J'avais besoin de rester dans mon cocon. C'est des choses qui me sont revenues il y a pas très longtemps. Et je pensais pas que ça avait eu autant d'influence que ça. Du coup, ma scolarité a été un petit peu chaotique. Entre la difficulté à me séparer petite de ma mère, puis ensuite les difficultés vraiment scolaires, l'écriture, la lecture, l'organisation, les nombreux déménagements qui sont arrivés. Parce que je crois qu'à mes 15 ans, j'avais déjà déménagé au moins 12 fois. Ça a été vraiment très compliqué. J'ai fait aussi une année, mon année de CM2, dans une école Steiner allemande, une école alternative, qui malheureusement pour moi a été vraiment un échec, parce que c'était vraiment une école parallèle, mais on devait être quatre, c'était pas une vraie structure, et du coup ça suivait pas les différences de niveau, c'était très compliqué. Et j'ai donc commencé ma sixième vraiment dans le chaos le plus total. Puis j'ai grandi et j'ai quand même réussi à sortir la tête de l'eau, on va dire ça. J'étais pas hors de l'eau, mais on va dire que j'arrivais à flotter comme je pouvais. Et bien sûr, j'ai construit des amitiés, toujours avec cet attachement anxieux. Et puis là, l'adolescence s'est passée et j'ai commencé à comprendre que j'étais toujours trop. On me l'a toujours dit. Je crois de toute ma vie, c'est le mot qui me définit. Même ma psy m'a dit d'arrêter de dire le mot trop. Même mes frères et sœurs m'ont dit tu dis trop tout le temps. Et en fait, je crois que c'était le mot qui me définissait. Trop ceci, trop cela, t'es un volcan, t'es trop joyeuse, tu fais trop d'activités. Et je me suis donc construit avec vraiment un petit peu ce manque de légitimité et ce problème de confiance en moi. J'ai toujours nourri des amitiés où je donnais beaucoup pour les gens, où j'étais très présente et où au final, j'étais sûrement au bout d'un moment épuisante pour les autres. Je ne dis pas que c'est ma faute, je ne dis pas que c'est la faute des autres. Mais le résultat était là. Les gens arrivaient à mettre des limites et pas moi et je vivais très mal ce rejet. J'ai toujours fait beaucoup d'activités, de la musique, de la danse et au début j'avais l'impression que c'était très chouette, qu'il y avait une sorte peut-être d'admiration. Puis au final, c'était trop. De la jalousie s'installait. Des rapports vraiment très spéciaux, même avec des gens très proches. Et ça m'a toujours énormément blessée. Du coup, j'ai quand même eu beaucoup de copains garçons. Parce que pour moi, c'était beaucoup plus facile le rapport avec les hommes. Et puis au lycée, un jour, un drame est arrivé. Le deuil est entré dans ma vie. On a perdu un ami d'un accident, très violemment. Et pour moi, ça a été terrible. Et pour tout le monde d'ailleurs. Puis un autre ami, quelques mois après. Puis mon grand-père. Puis j'ai appris que mon père avait un cancer. J'avais 16 ans et ça a été très compliqué. À cette époque-là, j'avais fait le choix de partir à l'internat pour suivre un bac art dramatique. J'avais vraiment envie de fuir la maison familiale. Ça se passait pas très très bien avec ma mère et mon beau-père. Et vraiment, j'avais ce besoin de liberté. Mais par contre, j'étais vraiment livrée à moi-même et j'ai vraiment eu du mal à gérer toutes ces émotions. J'ai pas pu vivre vraiment ce deuil comme je voulais parce que j'étais à l'étranger en Irlande l'été où c'est arrivé. Je n'ai pas pu assister aux obsèques et pour moi, ça a été vraiment, encore une fois, un sentiment de rejet de la part des autres. Tout le monde avait pu vivre ce moment-là et j'ai très très mal vécu cette distance. Vous imaginez bien que j'ai compensé avec plein de choses. J'ai commencé à fumer du cannabis. C'était pas forcément une bonne idée. Et à consommer de l'alcool aussi. Déjà très jeune, parce que c'est un petit peu sociétal, je pense, notre génération. Tous, quand je regarde tous les gens autour de moi, on a bu tous très jeunes. Puis le lycée s'est terminé, je suis partie à la fac. J'ai eu mes premières histoires d'amour qui ont été aussi chaotiques.
Ou encore une fois, j'étais trop ceci, trop cela. Ça a été pour moi vraiment très très compliqué ces périodes. J'étais complètement livrée à moi-même. J'ai dû me débrouiller pour payer mes études. J'avais tellement pas d'argent des fois que j'ai des souvenirs où on allait à la fin des marchés pour ramasser des légumes à moitié pourris pour pouvoir manger. Parce que malheureusement, ma famille pouvait pas vraiment m'aider. Puis j'ai arrêté la fac d'histoire de l'art parce que il y avait beaucoup de grèves et déjà pour moi qui avait un manque d'organisation, ça a été très très dur de me cadrer dans cet environnement et j'ai décidé de travailler. De toute façon, c'était beaucoup plus facile pour moi de travailler pour pouvoir payer mes charges et mon loyer. J'étais perdue, je savais pas vraiment ce que je voulais faire de ma vie. C'était vraiment des années un petit peu de flottement. J'étais toujours très attirée par tout ce qui était artistique. Je chantais un petit peu dans des groupes de jazz avec des copains. Et j'avais envie de passer le concours de jazz chant au conservatoire de Toulouse. Et ça s'est très très mal passé. L'expérience a été horrible pour moi. À cette époque-là, j'étais très amoureuse d'un garçon. Vous vous doutez bien qu'avec mon attachement anxieux, mes relations amoureuses ont toujours été compliquées. J'étais très agrippée aux gens que j'aimais. Et quand j'aimais, c'était assez intense. Tout ce qui me définissait à l'époque. Et un jour, cette personne m'annonce qu'elle part à l'étranger. Et là, tout a basculé pour moi. Le lendemain, ou même je crois que c'était le soir même, j'ai commencé à faire des crises d'angoisse, enfin vraiment des attaques de panique. Je fumais donc à l'époque. J'ai cru que j'avais fait un bad trip en fait. Et sauf qu'en fait, je pense aussi que c'était un peu lié et j'ai l'impression que je suis restée bloquée en fait dans ma tête, vraiment. Et ça a été horrible. Du jour au lendemain, je ne pouvais plus sortir de chez moi, je n'arrivais plus à manger. Je sortais, je m'évanouissais sur le trottoir. Je ne pouvais plus prendre les transports en commun. Je me suis retrouvée complètement paralysée. Et toute ma vie a changé. J'ai dû partir chez mon père quelque temps, me mettre au vert parce que vraiment ma santé était très mauvaise. Et il m'a vraiment fallu des mois et des mois pour m'en remettre. Je me suis fait évidemment suivre par un psychiatre parce qu'à un moment donné j'en avais besoin. Et j'ai refusé les antidépresseurs et j'ai pris que des anxiolytiques mais pas régulièrement. En fait, je prenais un quart de cachet du truc le plus faible. Vraiment, si je sentais que l'angoisse montait juste pour me calmer. Donc j'ai quand même réussi à me sortir de ça plutôt toute seule. Et puis quand tout est allé un petit peu mieux, je suis revenue à Toulouse. Et puis j'ai enfin trouvé ma voie. C'est là où j'ai décidé de partir en esthétique. Moi, je voulais vraiment faire du massage. Mais vu qu'il n'y avait pas vraiment de diplôme, je me suis dit, bon, je vais passer mon CAP esthétique et ce sera un peu plus légitime. Et donc en parallèle, j'ai fait une des premières écoles de massage qu'on appelait formation de technicienne bien-être à l'époque, en 2012. Je pense qu'il devait y en avoir deux en France. Donc j'ai fait ça. Parallèlement de ma scolarité, je faisais un 35 heures à côté. Imaginez ce que ça a donné quelques mois après. La catastrophe. Et pour rajouter ça, mon père est décédé du coup au mois de février de du coup l'année en cours. Donc ça a été la catastrophe. J'ai quand même réussi à passer mon CAP. J'ai eu des patrons très à l'écoute qui ont vraiment fait beaucoup de choses pour que je puisse aller m'occuper de la maison, vider la maison. J'étais toute seule, hein, étant l'aînée de l'autre côté. Mon père était séparé de ma mère et de la mère de mon petit frère. Du coup, on avait de l'aide, mais c'était quand même voilà, léger. Ça a été très très lourd à porter pour moi. Mon petit frère, il avait 16 ans aussi, donc c'était hyper dur de gérer ça. J'avais de suite la place de l'adulte alors que j'avais tellement l'impression d'être encore qu'une enfant. À partir de là, j'ai fini mon année et je suis allée m'installer avec mon copain de l'époque. Je suis revenue dans du coup mon village natal. Et là, j'ai commencé, on va dire, ma vie d'adulte. J'ai eu la chance de trouver un mois après un poste d'esthétique dans un village pas très loin. Et je travaille toujours dans ce salon. J'y travaille depuis 2012 et j'ai racheté le salon en 2018. Donc c'est quand même une belle évolution. Puis j'ai enchaîné les histoires d'amour, les échecs, comme si ma vie était encore rythmée par ces montagnes russes en fait. Puis un jour j'ai lu un bouquin et ça parlait d'hypersensibilité.
Et là, pour moi, ça a été une révélation. On en parlait peu à l'époque. Et vraiment, je me suis dit, mais... Ah ben voilà, en fait, c'est ça, mon problème, entre guillemets. En fait, j'ai eu l'impression de me comprendre, qu'on racontait mon histoire. J'ai évidemment commencé à lire beaucoup de choses sur le développement personnel, à me noyer même un petit peu dans tout ça. Et j'ai appris énormément sur moi. Et puis au bout d'un moment, j'en ai eu aussi un petit peu marre. Parce que je trouvais que derrière l'hypersensibilité, beaucoup de gens, derrière beaucoup de discours, beaucoup de gens se cachaient aussi un petit peu derrière ce rôle de victime, un petit peu je suis incompris, les gens ne me comprennent pas, je suis plus sensible que les autres, etc. etc. Et j'ai trouvé un petit peu que c'était pas vraiment sain tout ça. Et puis, du coup, j'ai vraiment essayé de sortir de ce rôle et de cette vision-là de victime, et puis enfin de prendre ma responsabilité. C'est-à-dire, oui, je me comprends mieux, mais mon hypersensibilité n'excuse pas tout non plus. Par contre, maintenant, à moi de décider qu'est-ce que je fais de ma vie. Est-ce que je le subis? Est-ce que je travaille avec? Est-ce que j'apprends à mieux me connaître? Et puis après, ma dernière relation que j'ai vécue, où j'étais vraiment dans de la violence psychologique, où je suis tombée dans les bas-fonds de l'alcool social et de plein de problèmes comme ça, où j'ai vraiment touché le fond. Quand je me suis séparée, j'ai eu le déclic. Mon ex-copain est venu, parce que moi, bien gentille, j'ai toujours essayé que tout se passe bien. Et puis, il est venu et un jour, il m'a dit non, mais j'ai compris de toute façon ton problème, c'est parce que vraiment, t'es trop sensible. Et là, je me suis dit mais c'est pas possible de encore tomber sur des gens comme ça. Et j'ai décidé que je ne voulais plus de relations comme ça, que, que j'avais voilà, envie de me responsabiliser. Et j'ai commencé une thérapie qui m'a mais, tellement aidée. En parallèle de ça, j'ai vécu un éveil spirituel. Je suis quelqu'un qui croit beaucoup à ça. J'ai été d'ailleurs élevée avec ça. C'est vrai que je ne vous l'ai pas dit, mais ma mère était très branchée spiritualité. Je crois qu'à 8 ans, j'étais au milieu de stages de chaman, des trucs qui m'ont un peu traumatisée. Et d'ailleurs, j'étais en rejet pendant longtemps de tout ça. Jusqu'à ce que je vive une histoire avec ma flamme jumelle. Et ça a été vraiment un gros déclic après pour moi. Il s'est passé plein de choses et vraiment une ouverture spirituelle assez incroyable. Et donc en parallèle de ma thérapie, j'ai commencé à me former en Life Force Activation, ou il y a d'autres noms, Kundalini Activation, j'aime pas trop appeler ça. En tout cas, un état de conscience modifié. Moi, j'appelle ça de la transe induite par la musique. Et ça a été pour moi une révélation. J'ai vécu vraiment un éveil, je vous en parlerai à un autre moment. Et pour moi, toute ma vie a changé, toute ma vie s'est réalignée. J'ai eu la chance d'avoir une psy aussi très ouverte à ça. Du coup, on a vraiment avancé très vite parce que le travail spirituel, quand on y croit, et le travail avec une psy, c'est en parallèle, c'est vraiment hyper puissant, quoi. Évidemment, je ne dis pas que je suis sortie de toutes les galères. Et je pense que la vie, ce n'est pas ni des montagnes russes, ni des hauts et des bas tout le temps. Et je sais que je vivrai d'autres moments difficiles. Mais j'ai appris aussi beaucoup la résilience avec ma vie. Bien que je connaisse des gens qui ont vécu 10 000 fois pire. Mais je n'aime pas comparer. Chaque vie est unique. On a tous des parcours différents. En tout cas, les épreuves que j'ai traversées m'ont vraiment appris la résilience et à m'armer dans la vie. Et puis, de plus en plus, j'ai senti cet appel de libérer ma voix, de transmettre. Bien que je n'ai pas des choses extraordinaires à transmettre, mais je pense que des fois, des histoires humaines, des petites choses, des partages peuvent vraiment aider les gens. Moi, c'est parfois en écoutant des témoignages très anodins où j'ai trouvé des réponses, où j'ai trouvé de l'authenticité qui m'a parlé. Et c'est pour ça que j'ai vraiment aujourd'hui envie de libérer ma voix, d'enfin prendre ma place, de prendre confiance en moi, d'oser, d'enfin arrêter d'avoir peur d'être jugée,
d'être trop encore. Tout ça, maintenant, j'ai envie que ce soit derrière moi et j'ai envie de m'assumer pleinement. J'ai envie que ce podcast reste simple, juste un récit de vie. Je vous donnerai des petites clés qui m'ont vraiment aidée, que ce soit pour sortir des crises d'angoisse, que ce soit pour revenir à moi vraiment, parce que pour moi, c'est mon chemin maintenant. Dans ce premier épisode, je vous ai vraiment parlé en général un petit peu de mon parcours, de ma vie. Vous imaginez bien que je reprendrai des petits thèmes que j'ai abordés, approfondis. Je développerai des sujets qui me tiennent à cœur aussi, comme la violence, l'alcool, ou les clés qui m'ont aidé à sortir aussi des attaques de panique. Ce genre de choses que j'ai vraiment envie de partager avec vous. Alors si toi aussi tu te sens ordinairement singulière, ou simplement toi, n'hésite pas à t'abonner pour ne pas rater le prochain épisode. Tu trouveras aussi en légende le lien vers mes réseaux sociaux et notamment vers la thérapie par la transe que je propose et qui pour moi a été vraiment une transformation, c'est le cas de le dire. Merci à tous.